Bonjour Pierre Madec. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE, vous avez pas mal travaillé, vous avez beaucoup travaillé sur la question du logement social. La problématique du loyer, elle est centrale ? Alors, elle est centrale parce qu'on a en France un modèle de fixation des loyers, un modèle de financement du parc social qui est assez unique au monde. Je ne refais pas l'histoire, mais c'est une partie de l'épargne des Français sur le livret A, la caisse des dépôts, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, il faut, à mon avis, défendre le modèle du logement social à la française. Mais plus important que le loyer, c'est plutôt la question du taux d'effort qui se pose. C'est-à-dire, qu'est-ce que dépensent les ménages pour se loger en pourcentage de leurs revenus ? Et de ce point de vue-là, on voit des différences flagrantes entre ce qui se passe dans le parc social et ce qui se passe dans le parc privé. Sans vous abreuver de chiffres. Oui, mais enfin là, c'est quand même important. Si on regarde les 10% de ménages les plus pauvres, les 3 millions en gros de ménages les plus pauvres en France, il y en a à peu près autant dans le parc social et dans le parc privé. Ceux dans le parc privé... Il y en a autant ? À peu près. Ah ouais. Il y a à peu près 40% des ménages qui appartiennent aux 10% de ménages les plus pauvres qui vivent dans le parc locatif privé, 40% qui vivent dans le parc locatif social. Ceux qui vivent dans le parc privé, ils ont un taux d'effort après versement des aides au logement qui est 3 fois supérieur à ceux qui vivent dans le parc social. Donc là, vous avez, de fait, juste en se concentrant sur cette sous-catégorie de ménages très pauvres, vous avez quasiment tout dit sur ce qu'apporte le logement social en termes de taux d'effort pour les ménages les plus pauvres. Il y a d'autres façons de voir les choses. Vous pouvez regarder, pas uniquement les 10% les plus pauvres, mais regardez par exemple toute la population. Il y a des études qui sont sorties là-dessus. Alors elles sont assez anciennes, parce que les données sont assez anciennes, mais peut-être que les gens qui nous écoutent ont déjà entendu ça. On parle souvent de l'avantage HLM. L'avantage HLM, c'est ce que vous payez comme loyer dans le parc social par rapport à ce que vous payeriez dans le loyer, comme loyer si vous étiez dans le parc privé. On chiffre cet avantage HLM, une fois de plus, c'était il y a un peu moins de 10 ans, donc on peut penser que ça a augmenté, mais on chiffre cet avantage HLM à peu près 260 € par mois, par ménage du parc locatif social. Comme ça peut... déjà, on voit que c'est massif. Si vous multipliez ça par an, et par le nombre de ménages qui vivent dans le parc social, vous arrivez à 16 milliards d'euros. C'est-à-dire que le fait de résider dans le parc locatif social, c'est une économie de loyer agrégée de 16 milliards d'euros. 16 milliards d'euros, c'est considérable. C'est à peu près ce qu'on verse chaque année en aide personnelle au logement. Et ces 16 milliards d'euros, compte tenu du profil des ménages qui vivent dans le parc social, le gros de ces 16 milliards sont reversés d'une façon ou d'une autre dans l'économie, sont reconsommés ailleurs, dans d'autres secteurs, et ne vont pas dans le paiement du loyer. Donc on est sur des ordres de grandeur qui sont massifs. Mais alors, des esprits pernicieux, vous direz que finalement tout ça crée des inégalités. Est-ce qu'il ne faudrait pas les compenser d'une manière ou d'une autre avec ceux qui ont la chance d'avoir un logement social et ceux qui n'en ont pas ? Alors, on peut voir les choses de plusieurs façons. On peut se dire, en effet, ceux qui sont dans le parc social sont de grands privilégiés parce qu'ils payent des loyers qui sont inférieurs à ceux qui sont dans le parc privé. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Ceux qui sont dans le logement social de la Samaritaine, par exemple, vous voyez, ils ont refait un bâtiment extraordinaire et il y a une 60aine de logements sociaux. Eh bien, c'est très bien pour les gens qui y sont. Et ils vont payer normalement des loyers qui sont légèrement inférieurs aux loyers de marché à Châtelet ou dans ce coin de Paris. Donc en termes de pouvoir d'achat, c'est considérable. On peut tirer vers le bas. On peut dire c'est pas normal, il faut augmenter les loyers du parc social, ou alors il faut baisser les APL. Certains l'ont dit, certains l'ont fait. Il faut baisser les APL dans le parc social pour justement pas les augmenter dans le privé, d'ailleurs plutôt pour faire des économies budgétaires, mais on peut tirer vers le bas. On peut aussi dire il y a 2 millions de demandeurs de logements sociaux en France, il faut produire plus de logements sociaux pour réduire cette fracture, ces inégalités entre logement social et logement privé. Soit on fait moins de logement social, ou on le consacre aux ménages les plus pauvres, soit au contraire on en fait plus, et on essaye d'accueillir au mieux les 2 millions de personnes qui demandent un logement social chaque année, tout simplement parce qu'ils y ont le droit. Vous avez travaillé sur les inégalités et la notion de patrimoine. Est-ce que la première inégalité, justement, ce ne sont pas entre ceux qui sont propriétaires ou multipropriétaires, on en parlait il y a quelques instants, et ceux qui ne le sont pas? Alors c'est en tout cas ce que dit l'INSEE, c'est-à-dire que le principal contributeur à l'augmentation des inégalités de patrimoine, c'est l'immobilier.
c'est l'explosion des prix qui a eu lieu au début des années 2000, qu'on arrive bien à expliquer avec la baisse des taux, l'allongement des durées d'emprunt. Cette explosion des prix immobiliers, elle a généré une explosion des inégalités de patrimoine, et notamment des inégalités de patrimoine immobilier. L'INSEE, de mémoire, dit que c'est à peu près 70% de l'augmentation des inégalités qui est due aux évolutions de prix immobiliers. Donc, de fait, il faut se poser la question. C'est pas forcément le sujet du logement social, mais on a une fiscalité de l'immobilier qui est censée justement lutter contre ces inégalités et qui est largement inefficiente. On peut parler de la taxe foncière, on peut parler de différentes taxes. C'est un peu plus de 80 milliards d'euros qui clairement sont pas efficaces pour réduire ces inégalités de patrimoine. Et donc, il faut y réfléchir. Ça pose aussi la question, mais on n'a pas forcément le temps de développer non plus, mais la question de l'accession sociale à la propriété au travers des OFS, par exemple, où on va permettre à un certain nombre de ménages qui ont été exclus. Il faut savoir que l'augmentation, c'est flagrant de regarder, par exemple, il y a 30 ans, au sein des ménages les plus pauvres, quels étaient les statuts d'occupation au sein des ménages les plus pauvres? Est-ce que les ménages étaient locataires du parc privé, du parc social? Est-ce qu'ils étaient propriétaires? Les 10% les plus pauvres, il y en a beaucoup qui étaient propriétaires il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins qui sont propriétaires, il y en a de plus en plus qui sont locataires, et il y en a de plus en plus qui sont locataires du parc social. Donc il y a un vrai frein. Cette explosion des prix de l'immobilier au début des années 2000, elle a freiné l'accession à la propriété des ménages les plus pauvres. Il y a un certain nombre de ménages qui en ont bénéficié, mais d'autres pas. Il y a l'augmentation des prix, bien évidemment, mais est-ce que finalement le système du logement social n'a pas également freiné l'accession à la propriété des plus modestes, en se disant finalement on dispose d'un HLM, on va le garder, c'est très bien, et du coup on ne cherche pas à devenir propriétaire? Alors, j'ai envie de vous répondre plutôt non, parce que ce qu'on voit, c'est que la mobilité, avant l'explosion des prix immobiliers, la mobilité du parc social vers l'accession à la propriété, elle était assez dynamique. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de gens qui se servaient du logement social, du parc social, comme d'un tremplin vers l'accession, alors soit de l'accession dite sociale, c'est-à-dire un peu aidée, soit de l'accession tout court. On avait des prix immobiliers qui étaient accessibles, il y avait un certain nombre de dispositifs, notamment le prêt à taux zéro, qui pouvait bénéficier à un certain nombre de ménages, et donc il y avait une très forte mobilité. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit qu'il y a une baisse de la mobilité résidentielle dans le parc social, en réalité, c'est des gens qui, avant, accédaient à la propriété, qui aujourd'hui ne peuvent plus le faire. De fait, vous avez de moins en moins de gens qui bougent au sein du parc locatif social. Il y a de moins en moins de logements qui se libèrent. Ça, c'est un problème, il y a de plus en plus de demandes. Et si on ne produit pas plus, à un moment, on ne va pas y arriver. Parce que cette baisse de la mobilité, elle se traduit par des besoins de construction qui sont, eux, décuplés. Et en même temps, si les loyers restent modestes, ça donne peu de marge de manœuvre aux bailleurs sociaux pour investir, pour construire et pour augmenter le volume. Alors, si les loyers restent bas, en effet, ça fait moins de marge de manœuvre, ça fait moins de fonds propres, en sachant que la réduction de loyer de solidarité, dont tu as parlé, Fournier, tout à l'heure, va entamer encore plus les fonds propres. Mais il y a aussi un rôle quand même de l'État et des collectivités locales aussi à subventionner correctement la production de logements sociaux. Les 16 milliards d'euros d'avantages HLM que je mentionnais au début de mon propos, c'est le résultat des aides publiques. C'est le résultat de logements, d'un stock de logements qu'on a largement subventionné. On a permis à ce stock de logements d'afficher des loyers de sortie qui étaient plus bas. Et donc ces 16 milliards d'euros aujourd'hui de loyers que les locataires ne payent pas, c'est en gros des aides publiques. Donc il faut rappeler aussi l'importance des aides publiques dans le financement du parc social. Et elles sont bien dispatchées, ces aides publiques ? Alors, elles sont bien dispatchées, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle bien dispatchées. C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont suffisantes? La réponse... Alors, non, mais je ne parle même pas du volume, quoi. Et, évidemment, ça ne sera jamais suffisant, mais de la façon dont elles sont aiguillées à travers les APL, à travers des loyers modérés, à travers des aides directes à la construction. Alors, c'est une vraie question. Là, pour le coup, il faut plutôt la poser aux bailleurs. On a fait le choix de faire peser les aides publiques plutôt sous des formes de crédit d'impôt, de réduction d'impôt. On a parlé au Congrès, vous étiez, d'exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties, tout ce genre de mécanisme-là, au détriment d'une solution relativement simple qui prévalait il y a quelques années, qui est la subvention directe. Vous construisez un logement, on vous verse une subvention, du coup vous affichez un niveau de loyer qui est plus bas. Donc on a versé de moins en moins de subventions, d'aide à la pierre, et on a privilégié des crédits d'impôt, des réductions d'impôt,
travaux divers et variés, ou les APL par exemple. Est-ce que c'est un bon choix ? C'est pas certain, parce que je suis pas sûr qu'en termes de visibilité pour les acteurs qui construisent, c'est pas plus simple d'avoir une subvention qu'une exonération d'impôts étalée sur 20 ans, mais ça, à mon avis, d'autres intervenants en parleront mieux que moi. Eh ben merci Pierre Madec, Merci à vous. économiste à l'OFCE. Merci d'être venu éclairer ce congrès digital de vos lumières.